Bonjour à tous. Donc, comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, aujourd'hui je vais m'exprimer sur l'énergie à bord. Voilà, savoir comment ça fonctionne, comment j'arrive à rester autonome, comment je fabrique de l'électricité et puis ensuite bien sûr comment je fabrique de l'eau. Donc pour l'électricité, puisque c'est quand même on va dire l'aspect principal du système, j'ai plusieurs solutions pour fabriquer de l'électricité. J'ai trois systèmes. J'ai les panneaux solaires, j'ai un groupe électrogène et j'ai le moteur avec un alternateur. Il est clair que le but de l'opération, c'est de fabriquer de l'électricité sans que ça coûte, en tout cas que ça coûte un minimum. Donc pour ça, les panneaux solaires sont la bienvenue. Alors les panneaux solaires, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'avantage, c'est dès qu'il y a du soleil, ça vous fabrique de l'électricité et je trouve vraiment c'est très, très puissant, selon bien sûr le dimensionnement des panneaux solaires qu'on a. Mais dès qu'il n'y a plus de soleil, là ça fabrique plus grand chose. La lumière du jour fabrique un peu d'électricité, mais franchement rien du tout, c'est clair. Donc les panneaux solaires, s'il y a du soleil, tout va bien. Si vous chopez le soleil, parce que ça aussi ça joue, c'est que quand vous êtes en train de naviguer, pour peu que votre voile cache fait créer de l'ombre aux panneaux solaires, puisque ça peut le faire, selon les directions dans lesquelles on va, là ça charge plus ou moins bien. C'est pour ça que vous ne pouvez pas compter que sur les panneaux solaires, vous êtes obligé d'avoir une autre source d'énergie. Alors il y en a qui ont de l'éolien, mais franchement j'ai fait l'étude de l'éolien, ça ne vaut rien du tout, mais rien du tout. C'est une nuisance sonore, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez quand il y a beaucoup de vent, mais ça fait un bruit. Mais les nouveaux éoliens, une éolienne, ça fait toujours du bruit, mais en termes de rendement, c'est minable. Ça n'apporte absolument rien. Pour moi, c'est pas la solution. La deuxième solution qui peut être intéressante sans être obligé de faire marcher un groupe électrogène ou de faire marcher son moteur, c'est le système hydroélectrique, donc qu'on met à l'arrière du bateau. Mais là aussi, pour que ça fonctionne, il faut naviguer. C'est-à-dire que si vous restez au mouillage pendant une semaine et qu'il ne fait pas beau dans la journée, votre système hydroélectrique, il n'apporte rien. Donc il faut celui-ci ne fonctionne que quand vous êtes en navigation. Voilà. Donc en fait tous les systèmes ont leurs avantages et inconvénients. Il est clair que quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre roue de secours, soit avec un groupe électrogène, soit avec votre moteur. Voilà. Donc c'est vrai que le confort d'avoir un groupe électrogène, c'est pas négligeable, parce que faire démarrer son moteur et mettre des heures moteur juste pour fabriquer de l'électricité, je trouve que c'est un peu dommage. Donc si on peut éviter ça, c'est vrai que le groupe électrogène peut un peu sauver la situation. Et puis le groupe électrogène, pareil, si votre moteur tombe, votre alternateur tombe en panne, vous avez toujours le groupe électrogène pour vous sauver aussi dans cette situation-là. Bon, je suis un peu dans des cas extrêmes, mais c'est vrai que là, on s'enlève quand même pas mal de problématiques en ayant le groupe électrogène, le moteur, plus les panneaux solaires, plus le système hydroélectrique. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas de système hydroélectrique, j'ai juste mes panneaux solaires et donc un groupe électrogène et un moteur. Alors, mes panneaux solaires, c'est deux panneaux de 400 watts qui produisent, quand le soleil est au zénith, jusqu'à 40-60 ampères. Ça monte vraiment, c'est très efficace. Donc, alors, pour fonctionner, bien sûr, ces panneaux solaires, c'est pour charger les batteries. Moi, j'ai un parc de batteries qui est ainsi. J'ai une batterie moteur qui fait 105 ampères, 4 batteries de service qui font en tout 740 ampères. Et donc chaque batterie fait 160 ampères, donc ça fait 640 ampères, je dis 740, excusez-moi, c'est 640 ampères. Je dis une grosse bêtise là. C'est 320, 320 et 640 ampères.
Et puis j'ai encore deux autres batteries, mais qui elles sont en série pour faire du 24 volts. C'est pour le propulseur d'étrave et le guindeau. Pour charger ces batteries justement en 24 volts, j'ai un convertisseur qui prend l'énergie de mes batteries 12 volts, mes batteries de service, et qui les transforme en 24 volts pour charger les fameux deux batteries là qui sont en série pour faire du 24 volts. Voilà comment mon parc est fait. Alors, on a vu le parc de batterie, hein, bien sûr, après c'est la consommation qu'on va avoir dans le bateau. Alors c'est vrai que nous, on aime bien avoir notre confort quand même, donc on a deux frigidaires, c'est tout en 12 volts, hein, sauf encore une fois le propulseur d'étrave et le guindeau électrique. Donc on a deux frigidaires, on a un congélateur, on a un lave-linge, on a un four micro-ondes, on a le Vorwerk pour faire la popote, et tout ça on essaye de le faire marcher en électrique et en profitant encore une fois de l'apport des panneaux solaires. Je peux vous garantir que quand il fait très beau, du matin au soir, j'ai aucun souci pour faire marcher tout ça. Aucun souci, et je me retrouve avec 100% de batterie le soir, c'est pas un problème. C'est sûr que notre consommation habituelle, ça va être en fait nos frigidaires et congélateurs. Un peu les WC, un peu la pompe de douche, un peu la pompe d'eau douce, mais objectivement, voilà, le gros de la consommation, c'est les deux frigidaires et le congélateur. Voilà, un peu de lumière, bien sûr. Voilà nos consommations d'électricité. Mais totalement objectivement hein, et sincèrement, quand il fait beau, hein, j'insiste bien, hein, quand on a un beau soleil du matin au soir, on est en autonomie mais parfaite et on peut faire fonctionner tout ce qu'on a envie. Hein. C'est vraiment pas un problème. Hein. Voilà, il ne faut pas faire la cuisine du matin au soir, qu'on se doute bien. J'ai un four au gaz, donc pas de souci. Des plaques au gaz, mais le micro-ondes, on peut l'utiliser. Sylvie utilise même le sèche-cheveux, je n'ai pas de souci. Donc, alors attention. Pour utiliser le micro-ondes, sèche-cheveux, le Vorwerk, toutes ces choses-là, on est en 220 volts. Donc là, j'ai un convertisseur de 12 en 220. Donc c'est clair, hein, faut pas. Là, pareil, quand vous utilisez le micro-ondes, ça tire un maximum d'ampérage. Il ne faut pas le faire tourner pendant 1 heure, parce que là, vous mettez à sec vos batteries sans problème. On va faire 2 minutes de micro-ondes. Ou même aller 5 minutes ou 6 minutes pour décongeler quelque chose, il n'y a pas de souci. Bon, après, faire la cuisine au micro-ondes, si ça tire beaucoup, ça va être un problème. Ça, c'est clair. Voilà ce que je pouvais dire au préalable sur l'installation que j'ai chez moi. Et je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc, les panneaux solaires, ben, je vais vous ils sont là. Hein. Hop. Donc, les deux panneaux. Solaire 2 fois 400 watts. Ensuite au niveau de l'installation électrique, donc j'ai un MPPT qui transforme le courant des panneaux solaires pour l'envoyer pour charger les batteries. C'est ce système là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est lui, le MPPT là, voilà, c'est cette pièce là. Ensuite, j'ai un autre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir par là? Je vais vous éclairer. Un autre vitron, voilà, c'est celui-ci pour le 12-24 volts. C'est donc pour transformer le 12 volts des batteries de service en 24 volts pour charger les batteries à l'avant pour le propulseur d'étrave. Ensuite, vous avez encore là-bas le convertisseur. C'est un gros convertisseur et qui
voilà, qui peut faire monter jusqu'à 3000 watts, jusqu'à 3000 watts. Voilà. Donc ça, c'est, on transforme le courant de 12 volts en 220 volts. Alors c'est un système complètement automatisé, donc vous n'avez rien à faire. Voilà, toutes vos prises du bateau sont en 220 et il n'y a absolument rien à faire pour le chargement, pour quoi que ce soit. Ensuite, ici, comme j'ai un groupe électrogène, soit je suis avec le courant du quai, soit je me mets en partie neutre, soit je me mets avec le groupe électrogène en termes de fonctionnement. Ici, vous avez donc le panneau qui nous donne les tensions des trois groupes de batteries. Donc la batterie starter, c'est la batterie moteur, batterie de service, 12,6 volts, et batterie à 24,4 volts, batterie, propulseur et gain d'eau. Ici, ce voyant-là, c'est le groupe électrogène. Voilà. Bon, là, il ne fonctionne pas, on n'a pas besoin. Ensuite, on a un master volt. Alors, le master volt permet d'être beaucoup plus précis que l'indicateur que je viens de vous montrer du bateau. Et lui, ce qui est intéressant avec le master volt, c'est qu'il vous donne le pourcentage de charge des batteries et il vous donne votre charge en instantané. Donc là, vous voyez, par exemple, on a 22 ampères, 25 ampères de charge. Bon, c'est en fonction de l'ensoleillement des panneaux. Donc là, il y a un bon coup là, il y a du soleil, on monte à plus 35 ampères. De charge des panneaux, et donc 70%, et je vous dis, si on a une journée à peu près ensoleillée, on monte à 100% sans problème. En termes de fonctionnement, je vous ai dit, j'ai donc un frigidaire, un premier frigidaire qui est là, un frigidaire assez profond, où on a également, on peut y accéder par ici. On a un autre frigidaire ici, on a ici un congélateur. Et j'ai oublié de vous dire qu'on a pris également une glacière supplémentaire qui est branchée sur le 12 volts, où on met toutes nos boissons. Donc voilà, quand il y a du monde à bord, c'est un peu plus pratique, hein, Sylvie? C'est utile, oui. C'est utile d'avoir ce système-là. Bon, on aime bien avoir des boissons bien fraîches. Hein, voilà. La télé, elle marche en 220. Moi je dis Vorwerk, mais comment ça s'appelle ton truc là? Thermomix, voilà, ça c'est le Thermomix, vous voyez. Le micro-ondes. Voilà. Voilà pour ce qui en est de l'énergie à bord. Donc nos panneaux, moi je surveille énormément cet écran, il est très important pour moi. Et en fonction des charges, s'il faut que j'appuie avec le groupe électrogène, je mets en route le groupe électrogène si jamais ça n'a pas bien chargé dans la journée. Voilà ce que je peux dire pour la partie électrique du système. Maintenant, on va parler de l'eau, parce que grâce à l'électricité qu'on produit, on peut faire tourner le désalinisateur. Alors déjà, moi le désalinisateur, c'est un petit que j'ai, c'est pas un gros, c'est un désalinisateur qui fait 60 litres d'eau à l'heure, et il ne les fait pas en plus. Il fait plus 48-50 litres que 60 litres. Donc c'est un peu c'est un maillon faible que j'ai sur ce bateau. Ça mériterait, lorsqu'on a du monde à bord, de plutôt faire 100 litres à l'heure que 40 litres ou 50 litres à l'heure. Donc ça, effectivement, alors attendez, je vais vous reprendre. Voilà. Ah, effectivement, ça, c'est un peu, ouais, je veux changer ce désalinisateur parce que il n'est pas assez, il produit pas assez pour moi. Celui que j'ai, c'est la marque Osmosi, et a une conception qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que je voudrais essayer de trouver dans des conceptions un peu similaires. Il n'est pas très gourmand en énergie parce que c'est du 12 volts. Hein. Il n'est pas très gourmand en énergie parce qu'il a une pompe basse pression, mais la pompe haute pression, c'est un système hydraulique.
c'est la basse pression qui lui amène l'eau, et le système hydraulique se fait sans appui électrique. Ce n'est pas une pompe haute pression. Donc il n'y a pas besoin d'une surintensité pour faire monter cette pompe haute pression, et ce qui fait que c'est relativement économique. Et le fait d'avoir une pompe basse pression, c'est très intéressant parce que ça vous permet de naviguer et de fabriquer de l'eau en même temps. Quand vous n'avez pas ce système-là, vous prenez de gros risques de naviguer et de faire rentrer de l'air. Alors qu'avec la pompe basse pression, à partir du moment où votre prise d'eau est bien sous le bateau, vers le centre du bateau, vous avez quasiment aucun risque, sauf avec des gîtes très importantes ou des passages de vagues. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à fabriquer de l'eau avec un vent à 25 nœuds, des vagues de 3 mètres ou des choses comme ça. Mais quand vous avez un vent à 15 nœuds, que vous faites du 6-8 nœuds, vous n'avez aucun problème. À partir du moment où il n'y a pas de houle, vous n'avez aucun problème pour fabriquer de l'eau douce. Donc moi, mon dessalinisateur est à l'avant du bateau, il est dans la cabine skipper, parce que c'est assez encombrant quand même, hein, il faut un peu de place pour l'installer. Je vais quand même vous le montrer, que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc le dessalinisateur, voilà, il est là, il est donc dans la cabine skipper, sous le matelas pour dormir, là, sous le matelas. Et il est, voilà, hein, vous voyez comment il est situé, voilà, il est ici. Donc on ouvre cette trappe, hop, allez, voilà. Et donc, la pompe basse pression, je me suis exprimé sur cette pompe, elle est pour moi hyper utile, et c'est ce qui permet d'éviter de faire entrer de l'air dans le circuit, et de naviguer en même temps. C'est très bien comme système. Vous avez une première filtration du reste, il faut que je le nettoie, première filtration d'eau de mer, et puis une deuxième filtration d'eau de mer qui se trouve ici également. Voilà, et puis après c'est la filtration pour l'eau douce, quand on fabrique l'eau douce, pour le réservoir d'eau douce. Donc voilà mon système, c'est un système complètement automatique. J'ai rien à faire, j'ai juste à appuyer sur un bouton, ça démarre, et les premières eaux fabriquées sont rejetées, et puis automatiquement, dès que c'est bon, on a l'eau douce, la bonne eau, ce qu'ils appellent l'eau fraîche, qui elle est ensuite envoyée dans les réservoirs. Voilà le système pour l'instant. On va aller voir maintenant dans le bateau. Donc le dessalinisateur, j'ai le tableau de contrôle qui se trouve ici, et donc la mise en route du dessal. Donc c'est très simple, j'ai le nombre de litres fabriqués depuis l'origine, et puis le nombre d'heures de fonctionnement de ce dessalinisateur. Donc là j'ai préparé informatiquement sur Excel un tableau sur lequel je note mes consommations d'eau journalières et ma fabrication d'eau journalière. Donc par exemple, hier, on a fabriqué on a consommé 43 litres d'eau et fabriqué 58 litres d'eau avec le dessalinisateur. Donc comment je récupère cette donnée-là? Alors déjà, j'ai une première vision, c'est toujours avec mon écran du bateau, qui nous donne le remplissage des réservoirs. Vous voyez que tous mes réservoirs sont à 100%. Premier réservoir, c'est de l'eau, le deuxième aussi, et le troisième, c'est du carburant. Donc voilà, tout est à 100%. Donc ça, c'est une première indication. Mais l'indication principale, je la récupère. J'ai un contrôleur de débit que j'ai installé et qui me donne ma consommation d'eau journalière, en cumul toujours, mais journalière. Donc là, je suis à 144,55. Donc 144,55. Je reprends mon historique du tableau. Voilà, hier, j'étais à 144,03. Donc là, on a consommé 52 litres d'eau depuis hier après-midi. Ok, donc je sais, moi, ce que je vais avoir à fabriquer avec le dessalinisateur. Mes réserves d'eau, elles se trouvent au centre du bateau. C'est ce que j'avais expliqué et ce qui me plaisait. Donc j'en ai une première qui se trouve ici. Voilà, c'est des cuves de 345 litres.
Voilà, et j'en ai une autre donc qui se trouve à côté, qui est un peu plus loin, voilà. Pas juste là, mais juste après. Donc 345 litres d'eau. Donc mes cuves, vous voyez, on est dans le carré. Mes cuves se trouvent vers le milieu du bateau. Et j'ai une autre cuve qui est ici, j'ai deux cuves. C'est le carburant. Donc voilà, je peux lever, mais c'est le carburant qui se trouve là. Ce qui fait que dans les chambres, je n'ai pas du tout de cuve sous les lits. Ce qui me donne d'une part de la place pour ranger pas mal de choses, mais d'autre part ça évite les odeurs, notamment pour le carburant, parce que dans le Jeannot, nous, le carburant il était à l'arrière. Donc on avait facilement des odeurs de gasoil pour X raisons. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, j'ai une capacité on va dire de 700 litres d'eau et je m'arrange toujours à fabriquer au fur et à mesure mes consommations d'eau. Comme ça au moins je suis toujours tranquille, je suis à 100% et j'ai pas de soucis particuliers sur cette fabrication d'eau. Voilà, donc ça se fait par soustraction et j'ai pas de soucis. Ok, sur la partie du déssalinisateur, donc nous en termes de gestion de l'eau, on est quand même très prudent, on fait très attention parce que l'eau est rare et va le devenir de plus en plus. Donc on fait super gaffe et je pense que tous les navigateurs font pareil pour essayer de consommer le moins possible. Alors moi ce que j'ai pu constater et remarquer, c'est que nous on a à deux, voilà, on fait entre 40 et 50-60 litres d'eau, mais dès qu'on a du monde on fait facilement 120-130 litres d'eau par jour. Et c'est là où le dessalinisateur et la puissance du dessalinisateur est quand même importante. Quand vous fabriquez que 40-50 litres d'eau à l'heure et que vous en consommez 150, il vous faut au minimum 3 heures d'utilisation du dessal, donc du courant, du 12 volts. Vous pompez quand même sur vos batteries pour ça. Et c'est long pour refabriquer de l'eau. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un dessalinisateur qui fait au moins 100 litres d'eau à l'heure. Je trouve que c'est ce qu'il faut avoir, quoi. Si on veut avoir un peu de monde à bord, c'est ce qu'il faut avoir. D'autant plus que nous, vous l'aviez vu, on a un lave-linge là qui est ici, lave-linge. Et ce lave-linge lui consomme entre 30 et 40 litres d'eau à chaque lessive. Donc il n'est pas grand en plus ce lave-linge. Ça veut dire que quand on fait tourner le lave-linge, pour peu qu'on soit nombreux à bord, on monte vite à 150 ou voire 200 litres d'eau dans la journée. Donc le dessal, il faut que ça débite et c'est pour ça que moi j'envisage vraiment de remplacer mon dessalinisateur. Du reste, sur le dessalinisateur, on s'était un peu exprimé là-dessus. Moi j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et je sais exactement ce que je veux. Je veux un dessalinisateur qui a obligatoirement une pompe basse pression pour pouvoir fabriquer de l'eau pendant que je navigue. Ensuite, c'est vrai qu'un système automatisé est très pratique parce que ça vous rejette la première fabrication d'eau automatiquement et dès que c'est bon, ça passe automatiquement au remplissage des cuves. Le troisième point, c'est le rinçage, c'est-à-dire que quand vous avez fini votre fabrication d'eau douce, automatiquement, avec l'eau douce fabriquée, vous renettoyez la membrane du dessalinisateur, mais ça se fait automatiquement. Alors que, bon, ça c'est système automatique, alors qu'il y a des systèmes manuels où il faut que vous fassiez toutes ces étapes vous-même. Donc c'est vrai que je souhaite un dessalinisateur automatique. Ensuite au niveau des marques, vous avez plusieurs marques. Vous avez Sea Recovery, vous avez Aquabase, vous avez Dessalator. Bon, c'est les marques un peu, on va dire, les plus connues, mais il y a plein de marques en dessalinisateur. Le truc que je ne comprends pas, c'est les prix. Parce qu'un dessalinisateur, c'est pas très compliqué. Mais alors les prix sont complètement effarants. Ça va de 13 à 15 000 euros pour 100 litres heure. Je trouve que c'est vraiment exagéré. Mais bon, malheureusement, il va falloir passer par là. Mais je trouve vraiment ça exagéré par rapport à ce qu'on installe dans un dessalinisateur.
Voilà, j'ai du mal avec ça, mais bon, on va s'en accommoder. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je pense plus sur de l'aquabase, parce que aussi dans mes critères de sélection et de recherche d'essainisateurs, il faut quand même une marque un peu connue et qui se distribue assez facilement par des chips et où on peut trouver de la pièce détachée, où il y a voire même des services après-vente. Et c'est vrai que la Osmosis par exemple, c'est un peu l'handicap de cette marque, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de SAV en Europe. Vous tombez en panne, il faut vous débrouiller un peu vous-même. Des revendeurs, il n'y en a quasiment pas. Il y en a un en France, il est à Cannes, mais il connaît absolument rien au système. Donc c'est un peu handicapant, et c'est pour ça que j'ai tendance à aller plus sur des choses un peu plus connues, quoi. Mais bon, Osmosis est un bon système, hein, sur le principe. Peut-être c'est même moins cher que Aquabase. Bon, moi il était avec le bateau quand je l'ai acheté. Voilà ce que je peux dire sur l'eau, sur les dessanisateurs, sur l'énergie à bord. J'espère que je vous ai donné assez d'informations sur cette énergie. Bon, il y a des aspects importants, c'est qu'il faut des panneaux solaires quand même avec une capacité de fabrication d'électricité assez importante quand même par rapport à ce que vous consommez. Ensuite, il vous faut, si vous voulez être en autonomie et pas faire tourner votre moteur, votre groupe électrogène, il faut un convertisseur assez puissant. Donc vous avez vu, le mien, il transforme du 12 volts pour avoir des utilisations jusqu'à 3000 watts. Pour donner un ordre d'exemple, le four micro-ondes, il tire 900 watts, un sèche-cheveux c'est tout de suite 1200-1300 watts. Donc voilà, il y a vite des éléments. Un grille-pain c'est vite 1000 watts, 1200 watts. Donc c'est pas mal d'avoir une capacité de puissance pour pas faire disjoncter votre installation. Donc le convertisseur est très bien. Encore une fois, hein, comme je vous ai expliqué, il ne faut pas abuser de l'utilisation de micro-ondes ou de choses assez gourmandes en watts, sinon vous videz vos batteries assez rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors les batteries, moi c'est vrai qu'avant de partir, avant de faire cette transat, je les avais changées toutes. Je trouvais que d'une part je manquais un peu de capacité, voilà, de batterie, et c'est pour ça que je les ai changées. J'ai tout changé pour m'enlever également une problématique qui pouvait arriver pendant une navigation, voilà, ou pendant des mouillages dans des endroits où vous n'accédez pas forcément à des possibilités d'achat de batterie ou de choses comme ça. Bon, bah écoutez, je pense que j'en ai assez dit sur tout ça. J'espère que j'ai été assez complet et que ça répond un peu à toutes les interrogations que vous pourriez avoir sur une installation de panneaux solaires ou de dessanisateurs. Voilà, ben écoutez, à très bientôt. À la prochaine vidéo. Salut à tout le monde.